Bonsoir à tous, c'est Sylvie sur CTVM TV, la chaîne Planète et Écologie. Aujourd'hui, une émission sur le chanvre avec Alexis Chanebeau. Beaucoup de choses à dire. Alexis, c'est une passion pour lui. Il va nous parler du livre qu'il a écrit et toutes les utilisations du chanvre. Bonsoir Alexis. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? Comment allez-vous? Eh bien écoute, moi je vais très bien et j'attends que tu nous racontes tout ce que tu peux savoir sur le chanvre. Je pense que ça va bien remplir l'émission. Bah oui, après 10 000 ans d'usage, je crois qu'on va avoir du mal à tout résumer en quelques heures, malheureusement. Oui. Ben, écoute, comment souhaites-tu qu'on procède? Est-ce que tu veux que je passe tout de suite les diapositives que tu m'as envoyées? Euh, je peux déjà présenter le genre d'une manière succincte, un petit résumé avant d'envoyer le PowerPoint, si tu veux. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter toi déjà? Bon, bah moi, je suis Alexis Chanebeau, c'est mon premier livre, mais je l'ai écrit par conviction et pour le plaisir de partager ces informations qui me semblent essentielles pour l'évolution de notre futur monde, comme le chanvre a été essentiel par le passé. Donc, dans l'histoire de la marine, l'histoire de toutes les toiles, l'histoire des voiles, l'histoire des cordes, par exemple. Donc, je voudrais rappeler quelques chiffres, notamment en ce qui concerne la COP 22, vous savez. Donc, il s'avère que donc, le chanvre, c'est une énergie renouvelable. Donc, personne ne parle, on parle souvent que de l'éolien, pardon, ou du solaire, mais rarement du chanvre. Et pourtant, c'est vraiment la plante la plus polyvalente qui existe sur Terre. Donc, on peut dire que c'est une plante dédiée à l'homme. Et donc, j'ai découvert que, donc, effectivement, sans pesticides, fongicides ou insecticides, on peut faire, euh, on peut faire 4 fois plus de papier que le bois à surface égale, sans pollution, enfin, 8 fois moins de pollution. On peut produire 10 fois plus de méthanol que le maïs, 3 fois plus de biodiesel que toutes les autres plantes, 6 fois plus de fibres que le lin, par exemple, parce que c'est souvent associé au lin, le chanvre. Par exemple, le chanvre et le lin ont fait l'âge d'or de la Bretagne, mais le chanvre, c'est plutôt pour les paysans pauvres, en fait. C'était vraiment une matière première de base pour tout Mm. agriculteur. Euh, donc, on peut ajouter aussi que ça fait 2 fois plus de fibres que le coton et que c'est plus solide que le coton et que ça pollue évidemment beaucoup moins. Que ça fait par exemple 25 fois plus d'oméga 3 que l'huile d'olive, 50 fois plus de protéines complètes que dans le fromage ou dans le poisson. Et donc les fibres de chanvre sont les plus résistantes et les plus légères du monde végétal. Elles sont 30 fois plus, donc 30 fois plus légères que la fibre de verre, par exemple, et 10 fois plus absorbante que la paille. Euh, et donc, le chanvre nécessite 2 fois moins d'eau que le maïs. Et, euh, et je voudrais rappeler, pour finir cette introduction, que la prohibition du cannabis a eu lieu en même temps que la prohibition du chanvre. Alors, souvent on dit que ce n'est pas la même plante. Alors, pourquoi l'avoir interdit, on se demande. Mm. Euh, et donc, la prohibition du chanvre a coïncidé avec le début de la culture intensive. Et, euh, si vous voulez, on a produit du chanvre jusqu'en 1850 en promettant que ce serait vraiment la matière première de notre avenir. Mais après est arrivé le pétrole, les rois du pétrole, et eux possèdent maintenant les clés des économies mondiales. Et ils voient en le chanvre, malheureusement, un concurrent peut-être trop universel et gratuit, en quelque sorte, qui ferait que Trop propre. Oui, ça peut-être. concurrencerait leur pollution. Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, avec des chiffres pareils, ben, ça donne envie d'en savoir plus, ça c'est Ah oui, certain. oui, il faut absolument qu'on en parle dès demain à la télévision. On leur passera le lien de cette émission. Voilà. Et puis voilà. Donc, est-ce que tu veux que je mette ton PowerPoint en place? Voilà, on va lancer le Hein? PowerPoint, comme ça je vais faire des petits D'accord. commentaires et puis ça va meubler un peu notre interview. Voilà. Et on va voir si ça marche. Oui. Donc, voilà. Donc en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chanvre du rêve aux mille utilités, que vous pouvez voir la pochette actuellement. Et ça m'a demandé 15 ans de travail, et donc j'ai tout bien répertorié. Donc c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur l'image suivante, où on peut voir un petit panorama des différentes applications. D'accord. Voici. Et je vais agrandir l'image parce que moi je la vois pas bien.
Donc on voit que... Ah oui, c'est ça. Vous pouvez donc voir alimentation, énergie, bâtiment, papier, textile, phytorémédiation, c'est-à-dire euh, guérir les sols pollués grâce aux capacités du chanvre. Et en médecine, bien sûr, on a oublié la médecine, mais actuellement, on découvre dans plein de domaines que effectivement le chanvre récréatif ou médicinal permet vraiment d'avoir des effets positifs sur les cancers, la sclérose en plaques et j'en passe. C'est une utilisation intéressante, effectivement. Ah, ouais. Ça dépasserait presque l'entendement parce qu'on oublie tout ça. On a du mal à tout intégrer d'un seul coup. Alors, il y a 3 espèces principales de chanvre. Le cannabis, parce qu'il faut savoir que le mot latin du chanvre, c'est cannabis. Donc les 3 espèces ont des noms latins, ce qui donne, nous avons en premier le cannabis sativa, qui lui peut atteindre 6 mètres de haut. L'indica, qui est le chanvre indien qu'on aime fumer par exemple, qui ne peut faire que 3 mètres, donc moitié moins, et le ruderalis, qui est une plante un peu qui poussait dans les steppes d'Asie centrale avant, même en Russie, même pratiquement dans des latitudes très fraîches. Et lui, il ne fait que 1,50 m. Et donc, il y a une notion très importante à rappeler, c'est que mon arrière-grand-père, par exemple, beaucoup de vos arrière-grands-parents cultivaient librement du cannabis sativa qui pouvait atteindre 5 mètres de haut. Il n'y avait pas de limite quant à son utilisation, mais aujourd'hui, cette plante est interdite. On ne peut faire que du chanvre industriel qui est 2 fois moins productif, c'est-à-dire il ne fait que 3 mètres de haut. Et bien sûr, il faut des autorisations, des contrôles de THC. Alors tout ça, on s'en fichait complètement, excusez-moi du terme, il y a 100 ans. Parce que le pétrole a remplacé le chanvre. Donc avant, on se fichait de son côté récréatif. Et actuellement, on ne connaît le chanvre que pour son côté récréatif, ce qui est bien dommage. Oui, c'est un peu réducteur pour une telle plante. Ah oui, vraiment. Ouais, d'accord. Et donc, le sativa, tu dis qu'il fait 6 mètres de haut, Ouais. mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, donc par exemple, il peut faire 6 mètres de haut, surtout dans les pays tropicaux, où là, actuellement, avant la prohibition, on faisait aisément 3 récoltes par an, qui pouvaient effectivement atteindre 6 mètres. Ce qui fait que ça donnerait une production 6 fois plus importante qu'avec le champ industriel européen, qui malheureusement ne pousse pas dans les pays subtropicaux, car il se remettrait naturellement à faire du THC. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de faire du chanvre utile dans ces pays-là, sous le prétexte que ça ferait du THC non légal. Voilà. Oui, parce que quand effectivement, donc là j'ai remis la photo, on voit cette différence de taille entre les 3 variétés de cannabis, et c'est énorme. C'est ça. Oui. D'ailleurs, sur France 3 récemment, je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt France 5, il y a eu dans Silence ça pousse, le dernier, on a vu un reportage sur le chanvre du Gâtinais, je crois, une région parisienne, et elle disait que le chanvre n'avait aucun rapport avec le cannabis, son cousin, qui était 2 fois plus petit. Et je pense qu'elle voulait parler du cannabis indica. Mais elle ne sait pas que le chanvre donc sativa est 2 fois plus productif que le chanvre industriel. Et on peut aussi le fumer. C'est même préférable à l'indica dans certaines pathologies. D'accord. Pathologie médicale, bien sûr. Oui. Bon, bah, je crois qu'on peut passer à la photo suivante. Donc 12 000 ans d'histoire, ouais, c'est vrai que... par exemple, l'alcool, je crois que l'alcool n'a été découvert qu'il y a 3500 ans, alors que l'usage du chanvre vraiment remonte au tout début de l'agriculture, à tel point que, par exemple, le mot bâtir, en français, vient de baste. Et baste, comme on le voit sur cette photo, ça correspond à la tige pleine du chanvre, qui est une espèce de bois dont se servait avant pour bâtir, parce que le mot basta, ça veut dire ficelle de chanvre en francique, dans le vieux français. Ah ben, je ne savais pas du tout, oui. Et on retrouve aussi le mot bast en anglais, qui veut dire chenovote, c'est-à-dire la tige du chanvre, le mot bast, comme la déesse égyptienne Bast aussi. Voilà. D'accord.
Tout s'explique. D'accord. Ouais. Donc, pour travailler le chanvre, avant, on faisait le teillage. Donc, c'est la séparation des fibres pour faire d'une part la filasse. J'en ai un petit bout ici d'ailleurs de filasse, si je le retrouve à côté de ma grosse corde là, non? Ah, il a dû glisser, ouais. Oui, tu l'avais tout à l'heure. C'est ça. Enfin, ici, j'ai de la grosse corde, voilà. Ça sert à faire... dans tous les vieux bateaux, il y avait cette forme de corde qui était fait avec donc 3 fils de chanvre. Et ça s'appelait même un treillis. C'est l'origine du mot treillis, qui veut dire 3 fils, en fait. Ce qui donnait un tissu extrêmement résistant. Donc, Chenevière, Canebière sont les lieux où on cultivait librement le chanvre. Tous nos ancêtres seraient en prison actuellement pour 20 ans et 350 000 euros d'amende, pour le simple fait d'avoir cultivé cette plante à leur propre usage. C'est quand même dramatique. Oui, oui, effectivement. Mmh. Quand on regarde un peu tout ce qui a pu se produire sur les siècles, là, enfin, en 12 000 ans, on se dit qu'on a évolué, pas dans tous les domaines. Hein. C'est sûr. Donc, je crois que la photo suivante va peut-être nous éclairer sur d'autres... voilà, quelques belles images du passé, mais j'espère que ça correspondra aussi aux images de l'avenir, parce que la renaissance de la campagne, pour moi, est liée à l'autorisation libre de la culture du chanvre ancestrale. Dans les campagnes, on parle du chanvre comme d'un tissu social, et le lin et le chanvre étaient des tissus sociaux, ce qui correspondait effectivement à l'image qu'on voit ici, avec les grands-mères, les cousines, qui tout l'hiver travaillaient le chanvre afin d'en faire des écheveaux. Par exemple, à Saint-Malo, on a mené des écheveaux de chanvre, c'est-à-dire le travail de la filasse pour en faire des cordes et du matériel de tissage. On a amené tout ça à l'église, et l'église s'en servait pour faire des vêtements, baptismaux, ou même voir les cordes pour sonner les cloches des églises. C'était spécifiquement en chanvre, par exemple. Donc, nous avons une photo à droite, c'est le travail du brayage du chanvre, qui consistait donc, pour faire cette fameuse filasse, à séparer les fibres molles et le bois, qui se trouve être la partie centrale de la tige. Je crois qu'il y a une autre photo un peu plus bas où on voit un moulin à chanvre dans la Sarthe. Et ces moulins existent toujours, on peut les visiter. Mais ils ne sont plus en activité. Non, enfin, si, la meule marche toujours, ça marche toujours, effectivement. Mais bon, je sais que dans la région parisienne avant, par exemple, il y avait 10 000 moulins qui correspondaient à des éoliennes, en fait, actuelles. Et donc, on revient à l'éolien. Mais avant, si vous voulez, les moulins, quand il n'y avait pas assez de vent, on mettait des voiles de chanvre, qui, je le rappelle, sont les voiles les plus résistantes du range végétal avant l'arrivée du nylon en 1937. Et donc, grâce à ce chanvre, l'énergie éolienne permettait de moudre le grain, etc. Et c'était l'énergie électrique de l'époque. D'accord. Et pas de nucléaire. Comment? Et pas de nucléaire. Ah non, le nucléaire, ça c'est un projet un peu, comment dire, menaçant, dirons-nous. Voilà. Et ensuite, tu as une autre photo en bas à droite, là. Ouais. Donc, on voit quelqu'un avec une grosse brosse. Une grosse brosse, parce que je la vois pas, celle-là, elle est un peu coupée. Oui, c'est donc les filasses de chanvre. Ah voilà, j'ai retrouvé ma filasse. Sous la caméra. Voilà une petite filasse que vous trouverez chez Castorama. Donc ça, tous les plombiers vous proposeront de la filasse pour faire le raccord des tubes en acier à visser, des canalisations. Dans mon arrivée d'eau principale, mon plombier, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Alors j'étais vraiment content de sa participation. Et il m'a dit, je vous mets du téflon ou du chanvre? Ah bon? Alors moi j'ai tout de suite du chanvre, bien sûr, j'étais très content et surpris. Et donc il m'a dit, ne bougez pas, je prends mon serre étoupe. Donc serre étoupe, c'est quand même aux origines de la plomberie. Et donc cette étoupe que vous voyez, ce filament de chanvre qui s'appelle de la filasse, sert aussi à calfater les bateaux. C'est-à-dire dans l'emblème du symbole de Paris, enfin
fluctuates avec mergiture. Oui, Entre chaque planche de bois de tous les bateaux de la marine à voile, on mettait ça pour éviter que le bateau coule. d'accord. Et on retrouve ce même fil sur la barque de Khéops. On a retrouvé des cordes de chanvre qui datent de 3500 ans avant Jésus-Christ au pied des pyramides de Khéops. Et qui sont encore en état? En état, elles sont un peu figées. À mon avis, elles devraient s'effriter un peu. Mais à l'époque, c'est ce qu'il y avait de mieux. Hein. Disons que le lin résistait 3 mois à peu près sur un navire. Après, il fallait changer les cordes et les voiles, quoi. Et donc, grâce au chanvre, toutes les explorations maritimes ont pu, euh, ont pu profiter à plein de cette avancée technologique, hein, c'est sûr. Mhm. Qui permettait de faire 2 ans sans changer les voiles et sans changer les cordes. Et c'est impressionnant comme, Mhm. comme Nous sommes possibilité. vraiment redevables à cette plante. Oui, oui, Alors voici une photo dans la Sarthe en 1900. C'était il y a combien de temps? Donc il n'y a pas longtemps, il y a 116 ans. Donc on voyait que c'était du champ assez haut. Enfin, c'est du champ, tout ça, c'est interdit de nos jours. Et pourtant, peut-être c'est une photo de vos arrière-petits-neveux qui étaient toute la journée dans le champ, hein, parce que ça a fait l'âge d'or de la Sarthe. enfin, je pense qu'il y en avait un petit peu partout en France. Ouais, surtout en Bretagne et en Sarthe. En Sarthe, disons que on a comme ça habillé les uniformes de l'armée française en 14-18 étaient en chanvre, laine et chanvre, mais la trame était en chanvre. Hein. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'était plus dans ces régions-là? Est-ce que c'était une question de terrain ou Je crois qu'il faut effectivement des terrains assez plats avec, enfin non, ou montagneux d'ailleurs, mais surtout qu'il y a un peu d'eau. Mais en fait, le champ n'a besoin ni de labour, ni de comment dire, sans labour et sans sans trop d'entretien, sans irrigation et sans labour. Voilà. voilà. Alors peut-être que c'est parce que c'était des sols assez pauvres et qui ne pouvaient pas accueillir d'autres cultures. Oh, il faut une terre un peu humide quand même. Mhm. Mais par exemple, en Europe, avant sa prohibition, le plus haut champ qu'on trouvait en Europe, c'était à Carmagnola, en Italie, dans le Piémont. Là, les pieds faisaient 5-6 mètres, effectivement. Et c'est ce qui a donné son nom à la Carmagnole. Peut-être qu'on verra la photo plus tard, d'ailleurs. Prochaine D'accord. photo, il y aura Donc là, oui, effectivement, on voit que les plants sont très hauts, hein. Oui, oui, puis tout ça se faisait. C'était vraiment vital, quoi, à l'époque. Il n'y avait pas de supermarché. Et donc, cette plante permettait de nourrir ces animaux, même nous-mêmes, d'huile d'éclairage. Enfin, c'est vraiment la plante à tout faire. Comme il y a un proverbe qui dit que dans le champ, tout est bon comme dans le cochon. D'accord. Et les paysans disent aussi, le champ, c'est le cauchemar des industriels. J'ai enregistré ça sur une émission sur la 5, des paysans qui montraient leurs vieux tissus en chanvre, les draps par exemple, qui dataient de 200 ans. Ah oui, mais c'est trop solide. Euh, Voilà. Après, on consomme plus. Mais oui. Enfin, on consomme trop, de toute façon, aujourd'hui. Oui, oui, ça, on le sait, oui. Ah ben voilà, le treillage, en fait, c'est le teillage. Peut-être le treillage, ça dépend des régions. Ouais. Et donc, on voit bien qu'en 1900, c'était des montagnes entières ça, c'est des tiges. Enfin, on peut faire des huiles essentielles avec toute la plante entière, en fait. Mais rien ne se perdait. Hein. Mhm. Ça, c'est encore une photo de la Sarthe, c'est le rouissage. Donc, pour faire du champ, on le plantait au mois de mai, et en 4 mois, on avait on avait 3,50 m ou 5 mètres de chanvre. C'était disponible immédiatement au bout de 5 mois. Et je pense que pour Haïti, par exemple, ce serait vraiment une solution pérenne. Et malheureusement, ils sont obligés d'attendre comment dire, les cartons de l'ONU et tout ça, alors qu'ils pourraient très bien se débrouiller tout seuls grâce aux chanvres. Enfin, l'indépendance est synonyme de culture chanvrière dans tous les pays pour moi. Tu crois sur toute la planète, ce serait possible? Oui, sauf au Groenland, bien sûr, mais en Russie, oui, oui, vraiment, c'est un passé extraordinaire. Hein. En Asie, en Chine, au Japon,
Je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard. Oui, d'accord. Donc, nous avons une autre photo, George Washington. C'est ça. Alors, les pères fondateurs des États-Unis, donc il y a Washington, Jefferson et Lincoln, etc., étaient tous des. Enfin, Lincoln était marié à la fille du premier producteur de chanvre du Kentucky. Washington possédait donc des acres de chanvre et il préconisait, je crois, ses jardiniers de semer le plus possible de chanvre indica. C'est bizarre d'ailleurs, mais je pense que ça vient à la découverte des Amériques, tout ce qui était indien possédait, enfin des Amériques possédait le nom indien, comme les Indiens. Et donc ils ont appelé ce chanvre qui poussait localement du chanvre indien, alors que c'était du chanvre indien des États-Unis, d'Amérique, pardon, je pense. Alors ils disaient donc à ces jardiniers, faites le plus possible de chanvre indien et faites-en le meilleur usage. Oui. 1765, la citation. Ouais. Donc là, ça commence à dater un petit peu, effectivement. Et tous les premiers présidents, donc il y avait Thomas Jefferson, qui disait que le chanvre était de première nécessité pour la santé et la protection du pays. Bon, il faut voir que c'était par rapport... Les bâches des caravanes, c'était spécifiquement du chanvre. Les lassos des cow-boys pour attraper les vaches, tout ça, même pour mener les animaux, c'était du chanvre. Pour tirer la ficelle du puits, c'était du chanvre. Tous les draps, les chemises étaient soit en chanvre, en lin, qui était beaucoup plus mou comme tissu, en laine ou en soie. Mais bon, donc ils avaient soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire le chanvre, la laine et la soie, ça fait à peu près, c'est les quatre plus grandes. Après est arrivé le coton aussi, voilà, en 1850 surtout. Oui. Et le coton qui a nécessité une main-d'œuvre. Le coton, ça brûle les sols, ça les rend infertiles et c'est catastrophique, effectivement. Oui, je crois que c'est la culture du coton qui est la plus polluante sur Terre. Oui, certainement. Hein. Ça fait 20 000 morts par an dans les pays pauvres parce que il n'y a plus d'eau, la terre est pourrie, enfin, ça devient lunaire. Donc ça, c'est fameux Thomas Jefferson, qui lui-même est d'ailleurs venu en France chercher des graines de chanvre en contrebande de Chine pour alimenter son jardin. Donc lui Thomas Jefferson échangeait avec George Washington leurs meilleurs produits à fumer, mais aussi en ce qui concerne les cordages et tout ça. C'était un challenge entre eux. Et je pense que ça leur a plutôt pas mal réussi, même s'ils fumaient un petit peu. Il n'y avait aucun problème à l'époque. Hein. C'était plutôt une histoire de solution plutôt qu'un problème de santé publique, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que là, donc, on peut lire cette citation de Thomas Jefferson en 1791. Le chanvre est de première nécessité pour la santé et la protection du pays. Donc, si les présidents des différents pays que l'on a maintenant pouvaient se baser sur cette citation, ce serait pas mal. Donc, il faut voir qu'à l'époque, ça concernait surtout la marine, parce que c'était vraiment primordial. Hein. Napoléon a quand même vendu la Louisiane pour faire son effort de guerre contre la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie exportait en contrebande du chanvre aux Anglais. Le meilleur chanvre à l'époque, c'était le chanvre russe pour faire des cordages et les voiles des bateaux. Qui à l'époque, la marine, c'était vraiment le pouvoir stratégique à l'état pur. Il n'y avait pas de pétrole, donc c'était vraiment la marine qui donnait la force à un pays. Donc en plus, figurez-vous que pendant 200 ans, entre 1670 et 1870, peut-être un peu moins d'ailleurs, c'est entre 1650 et 1850, les agriculteurs américains pouvaient payer leurs impôts avec du cannabis sativa, indica, ruderalis, aucun problème. Et donc voici une photo du Kentucky, on voit là vraiment, on voit c'est des pieds, c'est quand même assez haut, à peu près 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Donc actuellement, on revient à l'exploitation du chanvre depuis une dizaine d'années
Aux États-Unis, c'est un peu plus récent, hein, seulement depuis 5 ans. Parce que pendant 70 ans, ils n'ont pas eu le droit de faire du chanvre utile comme ça, sous prétexte qu'il y avait un peu de THC. Donc ça aurait pu peut-être être un antidépresseur naturel, ce qui ruinerait un peu leurs intérêts, les intérêts des lobbies pharmaceutiques, etc. Je pense. D'accord. Mais payer leurs impôts avec du chanvre, alors Tout c'était à sous fait. quelle forme? Ben, on donnait soit la forme brute. Après, je pense que les industriels en faisaient des cordes ou des toiles ou des graines. La graine est très nutritive. Je crois que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard aussi. Voilà, justement, l'alimentation. Alors, non seulement tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est déjà assez convaincant, je l'espère, mais au niveau alimentaire, alors là, il s'avère que petite graine de chanvre, c'est vraiment un des meilleurs aliments sur Terre dédié à l'homme, dédié à son bien-être. Et donc, la graine de chanvre que vous voyez là est deuxième en apport de protéines complètes après le soja. Mais le soja, il faut voir que c'est du soja souvent transgénique maintenant et que c'est souvent indigeste, le soja. Les gens n'arrivent pas toujours bien à digérer. Donc, cette graine de chanvre, c'est la nourriture préférée des oiseaux. Si vous mettez des graines dans une assiette, toutes sortes de graines, les oiseaux prendront d'abord la graine de chanvre. Et donc, elle contient 57% d'huile. Et cette huile est idéalement dosée en oméga 3 et 6. Donc, j'ai vu une émission de William Lémergie dans Le Matin, il y a à peu près 6 mois, où William Lémergie disait, à la suite d'un reportage sur l'huile de chanvre, quoi, on nous a caché ça, c'est donc la meilleure huile du monde. Effectivement, je connais Bernard Rapace, qui est un pionnier du chanvre en Suisse, qui a présenté son huile de chanvre à un grand spécialiste de Sandoz, vous savez, les grands... l'entreprise suisse de chimie. Et une semaine après, le grand spécialiste des huiles est revenu en lui disant « Votre huile est extraordinaire. Aucune huile n'arrive à la cheville de l'huile de chanvre, qui contient vraiment tout ce qu'il y a tous les éléments essentiels sont idéalement dosés. Et donc, ça en fait un aliment de premier choix, dirons. Personnellement, j'en mets dans ma sauce de salade. Ah oui, c'est bien. Voilà, je mélange avec d'autres huiles, mais j'utilise ça. Bah, c'est très bien. Et donc, beaucoup de vitamines, là, oui. Vitamine A, B1, B3, B6, C, D et E, c'est énorme. Bon, on pourrait se nourrir uniquement de graines de chanvre ou d'huile de chanvre, ça devrait suffire pour survivre, ouais, paraît-il. Un exemple concret d'ailleurs à ce propos, c'est donc Bouddha, qui donc d'après le Sutra Mahayana, Bouddha était vêtu de chanvre imputrescible, ce qui lui a permis de rester 3 ans sous l'arbre de l'éveil, pendant 6 ans d'après certains. Restons sur 3 ans. Et donc, il s'alimentait uniquement de graines de chanvre, c'est-à-dire, c'est facile à comprendre. Il était donc sous l'arbre de l'éveil, au bord du Gange, pendant 3 ans. Bon, le Gange, peut-être ça évoquera pour vous le nom d'une plante qui s'appelle la ganja, qui est le nom indien du chanvre, du cannabis. La ganja, qu'on retrouve en Éthiopie, excusez-moi, en Jamaïque. Parce que les travailleurs hindous sont partis en Jamaïque en exportant ce nom de ganja, qui venait du Gange. Une plante qui poussait au bord du Gange, s'appelait la ganja, c'était donc le cannabis. Et donc Bouddha n'avait plus qu'à cueillir les graines ou manger même directement les feuilles, qui se trouvent être très nourrissantes et pleines de chlorophylle, ce qui prouve peut-être que grâce au chanvre, Siddhartha a pu devenir Bouddha, et on pourrait même extrapoler en disant pas de chanvre, pas de bouddhisme. Bon, maintenant, là-bas, on pouvait vivre la nuit, on pouvait dormir à la belle étoile sans problème, ce qui n'est pas le cas ici, bien sûr. Oui, oui, oui. Et donc, on parle de la vallée des centenaires, là, sur... Ah oui. Alors ça, c'est un reportage sur TF1, présenté par, comment il s'appelle, le Black Très Sympa, là, je ne sais plus. Vous voyez pas qui c'est. Enfin, c'est pas grave. Et donc, dans ce reportage, on voit effectivement des centenaires il y a notamment une épicière qui a commencé son travail d'épicière à 96 ans. Et dans le reportage, on voit 104 ans.
et elle tient toujours son magasin avec la pêche et la banane. Et donc, son mari, qui a déjà 98 ans, il porte des gros fagots, il va dans la montagne. Et tous ces gens-là se vont vers 5 heures, une soupe aux champs, au cannabis, d'après le reportage de TF1. Et donc, ce sont des graines et des feuilles. Et peut-être que donc cette soupe s'appelle le pomatang. Et pour eux, c'est la soupe de longévité, d'après eux. Mais ils bénéficient aussi d'un super, comment dire, ils sont dans une vallée spéciale avec assez non polluée, donc tout ça, c'est un ensemble de choses. Oui, bien sûr. Oui. Nous allons passer au domaine énergétique. Donc, le chanvre possède une biomasse exceptionnelle, c'est-à-dire le fait de produire des buissons comme ça, qui sont très productifs. Donc, sa combustibilité est de 14 300 BTU. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je peux vous dire que c'est officiel en tout cas, mais que c'est assez efficace. Donc, on s'en servait comme huile d'éclairage ancestrale. Par exemple, vous avez les lampes d'Aladin. C'est une lampe à huile, une lampe à huile, sans doute de chanvre, parce qu'on mettait quoi comme huile? De l'huile d'olive. On mettait aussi de l'huile de noix, de l'huile de colza, mais l'huile de colza faisait tousser, par exemple. L'huile de noix était pas très éclairante, et donc beaucoup de gens préféraient mettre de l'huile de chanvre, et tout ça, c'était avant l'huile de baleine. Vous avez entendu parler. Donc l'huile de baleine a supplanté l'huile de chanvre, mais l'huile de baleine, il faut dire que c'était un peu une catastrophe. Au niveau écologique. Bien sûr, ouais. Les pauvres bêtes. Ouais. Et après, on est passé au kérosène, de l'huile de baleine au kérosène. Mais bon, cette huile de chanvre a quand même un potentiel de simplicité et d'accessibilité universelle, on peut le dire. Donc pourquoi s'en priver? Oui, bien sûr. Et donc, si on peut faire de l'éthanol avec, ça veut dire qu'il y a déjà des véhicules qui pourraient rouler avec. Et oui, bien sûr, parce qu'en Amérique du Sud, au Brésil, déjà, je crois que toutes les voitures roulent à l'éthanol. Ça, mais c'est de l'éthanol de colza ou de canne à sucre et tout ça. Et le chanvre est beaucoup plus productif, enfin un peu plus productif et surtout sans pesticides, sans insecticides. Et c'est ça ce qui fait la différence aussi. Oui, parce que là, ce qui est désastreux au Brésil, c'est que beaucoup de terres qu'on peut cultiver et qui pourraient être pour l'alimentation humaine sont utilisées pour faire du biocarburant et avec toute la pollution que ça génère. Parce que justement, il y a besoin d'intrants chimiques pour ces carburants. Et oui, et ça rejoint aussi le problème alimentaire avec les tourteaux de chanvre, par exemple, qui sont plus efficaces que le soja. Et le soja, donc, effectivement, on déforeste l'Amazonie pour nourrir les animaux d'élevage. Et donc, en France, on apporte pour 2 milliards par an de soja transgénique pour nourrir la moitié de nos animaux d'élevage, ce qui pourrait être évité en leur donnant des graines de chanvre produites localement et qui ferait vivre nos agriculteurs sans importation. Voilà. Oui, tu penses que ça pourrait remplacer, par exemple, les tourteaux de soja qu'on importe Ah bah oui, bah oui, parce que comme on a vu précédemment, c'est beaucoup plus nourrissant au niveau des oméga 3, des oméga 6, etc. Et c'est plus équilibré et plus digeste. Et sans gluten, etc. Enfin, tous les avantages d'une alimentation écologique viable. Alors, j'ai une petite question. Ouais. Chanvre. Est-ce qu'il existe du chanvre OGM? OGM, organismes génétiquement modifiés, donc des hybrides. Alors là, le chanvre industriel que l'on fait actuellement, c'est plutôt sélectif. C'est des sélections, mais vraiment assez bridées. C'est-à-dire que si on n'a pas le droit de replanter les graines de chanvre industriel. C'est marqué sur les paquets que vous trouverez à Naturalia. On peut trouver des graines de chanvre. Bon, c'est pour faire de la farine ou du pain, on peut en faire ce qu'on veut, sauf le replanter. Parce que ça se remettrait à faire du chanvre naturel chargé en THC. Et là, bon, il y a une espèce de lobby du chanvre, on peut le dire en France. D'ailleurs, moi qui m'intéresse à la question, j'ai voulu téléphoner
il y a une seule adresse pour toute l'Europe. Si vous voulez acheter des graines de chanvre, eh ben, il y a un seul employé, c'est marqué dans la fiche de cette société, il n'est jamais là. J'ai appelé plusieurs fois, on tombe sur un répondeur qui dit cet appel sera facturé 3 euros. Et voilà comment ça se passe. Donc on sent vraiment qu'il y a quand même quelque chose de pas très naturel, justement. Sur, Ceci dit, c'est un peu le cas pour les autres semences. Hein. On n'a pas le droit de replanter sa propre semence. C'est un problème qui se rejoint avec l'interdiction du champ. Ils se sont dit, tiens, aussi, on va s'amuser à interdire d'autres espèces. Et c'est un peu un défaut à signaler. Oui, oui. Donc, voilà. Alors, donc c'est vrai que donc il y a le cannabis sativa, le cannabis indica, le cannabis ruderalis, mais vraiment la meilleure des plantes sur terre, c'est le chanvre cannabis sativa, qui fournit 3 fois plus de biodiesel que les autres plantes, et aussi, je crois que donc ça fournit un maximum de protéines et aussi un maximum de fibres. Donc après, on en fait ce qu'on en veut, mais c'est une matière première ancestrale, pour moi, fabuleuse et inégalée. Ouais. Parce que par sa polyvalence et sa facilité d'accès. Donc il y a 2 types de carburants. Notamment l'histoire du biodiesel, parce que au départ, Rudolf Diesel a alimenté son moteur avec des huiles végétales. Et donc on peut parfaitement mettre de l'huile de chanvre dans son moteur, je pense au tracteur notamment, tout ce qui est diesel, et cette huile de chanvre, on peut aussi la manger, la boire, l'assaisonner, et on peut aussi se la mettre sur la peau pour ses capacités cosmétiques assez évoluées. Donc en fait, cette huile permet de faire 3 ou 4 applications dédiées. Et aussi, on peut faire du méthanol et de l'éthanol. Et donc, vous parliez tout à l'heure des terres en jachère. Et effectivement, le chanvre n'entre pas en compétition avec ces cultures vivrières ou alimentaires parce qu'il offre un panel de possibilités assez incroyable. Ce n'est pas à usage unique. Donc là, j'avais lu effectivement que le chanvre peut produire 10 fois plus de méthanol que le maïs sans pesticides, etc. Ça me semble intéressant maintenant. Oui. Donc c'est vraiment une plante écologique par excellence. Oui. Surtout qu'il faut rappeler que donc en libéralisant complètement sa culture comme ça se faisait avant, on aurait accès à 2 fois plus de productivité. Oui. Alors, donc, avec l'intérieur de la tige, qui se trouve être de la chènevotte, on peut en faire donc, du bioplastique. Et donc, vous avez des sociétés comme la société Kestrel canadienne, qui a conçu des voitures en chanvre. Et je crois que sur la photo suivante, il y a peut-être d'autres exemples concernant d'autres marques, il me semble. Ah oui, il y a donc une photo de Henry Ford qui tape avec le revers d'une hache une voiture qu'il avait fait en chanvre. Parce que Henry Ford était vraiment concerné par ce problème. Il possédait beaucoup de champs de marijuana. Et parce qu'à l'époque, c'était une époque où c'était réautorisé. On a d'abord interdit le chanvre en 1937. Ça a correspondu à l'arrivée du nylon. Le brevet du nylon, c'est 1938. Et donc, Henry Ford, lui, à l'époque, travaillait avant la prohibition sur des voitures en chanvre, mélangées avec du soja aussi. Et ce qui donnait une voiture à la carrosserie plus légère et 10 fois plus résistante, d'après lui, que l'acier. Donc, il y a cette célèbre phrase de Henry Ford que je ne pourrais me cesser de répéter et faire partager, c'est « Pourquoi sacrifier nos forêts centenaires
continuer la coûteuse exploitation de nos minéraux si nous pouvons obtenir l'équivalent avec la récolte annuelle du chanvre? Très bonne question, monsieur Henry Ford. Et donc, je pense qu'après, il n'a pas voulu froisser ses amis carrossiers en métal, c'est un jeu de mots, et il a suivi le déroulement de, des nouvelles lois qui ont réinterdit le chanvre en 1953, je crois, aux États-Unis, car la raison pour laquelle on a réautorisé la culture du chanvre en 42 pendant la guerre, c'était pour l'effort de guerre, figurez-vous. Et donc, il y a un film, je crois que j'en parle peut-être après, qui s'appelle Hunt for Victory, du chanvre pour la victoire. Et je vous raconterai son histoire tout à l'heure. Donc, voici un prototype d'un préparateur français, plutôt d'un carrossier français, Cabanel. Et une voiture assez futuriste, mais très résistante, plus légère que l'acier et plus solide aussi. Mais ça fait rêver, tout ça. Donc, j'ai marqué Mercedes, Audi, Lotus, BMW, Peugeot. Donc, les dernières nouvelles sont que la Renault Mégane, la nouvelle Renault Mégane, qui est arrivée au salon de l'auto, possède maintenant un tableau de bord possédant 20% de chanvre, comme la nouvelle Alfa Romeo Giulia. Et aussi, dans les Mercedes, on retrouve une vingtaine d'éléments en chanvre, les intérieurs des portières et même le pare-choc avant des Mercedes classe A. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui, parce que ça, on n'en parle jamais à la télé, c'est à cause je pense, de certains lobbies qui ont un peu la mainmise sur les médias, et donc ça ne les dérange pas d'avoir un chiffre d'affaires rogné, en quelque sorte. Mais bon, pour moi, il faudrait qu'ils se recyclent dans le champ. Hein. Oui, ben, on sera peut-être obligé. Ben oui, dès que j'ouvre la télévision, on voit Ségolène Royal qui arrête pas de dire oui, les énergies renouvelables, la COP22, bah, autant qu'elle parle du champ directement, comme ça les gens reviendront à la campagne, je pense. Voilà, ça sera le double effet qui se coule. Voilà. Alors, des super condensateurs. Et oui. Et donc, dernière nouvelle du front technologique concerne plusieurs secteurs d'activité, notamment les condensateurs. Donc, il y a une équipe de chercheurs canadiens ont substitué au graphène du chanvre. Et tout ça pour un prix 1000 fois moins cher et des capacités améliorées, notamment pour les portables, pour vos portables. Peut-être qu'ils pourront être plus efficaces au niveau de la longévité des batteries, etc. Et du prix. Oui, et puis peut-être éviter de sortir des minéraux dans des pays avec la pollution que ça engendre, etc. Et oui, tout ça est écologique à 100%. On pourrait même manger le graphène après, enfin le graphène de chanvre. À tel point que je sais que il y a à peu près 70 ans, on faisait des voitures en carrosserie en chanvre en Turquie et on retrouvait ces voitures broutées par les chèvres quand elles étaient abandonnées dans la campagne. Ça, c'est du vrai recyclage. Bah oui, je pense. Oui. J'adore, c'est excellent. Alors, donc l'aspect construction, après l'aspect énergie. Oui, ça n'arrête pas. Qui l'eût cru? Moi, franchement, quand j'écris ce livre, j'écris un livre donc sur toutes ces capacités de remplacement des produits toxiques par le chanvre. Et donc en construction, effectivement, c'est toujours la tige en fait qui, grâce à la chenevotte, c'est-à-dire le bois de l'intérieur de la tige, qui permet de faire des briquettes ou des briques de chanvre. Donc on peut faire des immeubles, il y a toutes sortes de projets. Notamment sur la photo de droite, c'est donc le premier immeuble en chanvre à Paris. Des logements sociaux dans le 14e, mais depuis ça se répète, je connais le directeur de Construire en chanvre, donc il était en projet avec Valérie Pécresse, j'espère qu'elle aura un audit favorable sur les futures propositions. Mais le Pôle emploi de Romorantin est a des murs en chanvre, par exemple aussi, je le sais. D'accord. Et la maison qui est proposée, là, en bas à gauche, elle a l'air bien sympathique. Ah oui, c'est un peu la maison de mes rêves, moi j'avoue, c'est donc une maison solaire avec des panneaux solaires en chanvre, parce qu'évidemment le chanvre remplace le plastique, l'acier, toutes sortes de produits, et voilà, pourquoi pas en profiter.
Donc, tu dis des panneaux solaires en chanvre, Ouais. mais il y a quand même les composants à l'intérieur. Donc Je c'est sais ça, ça doit que être un support. Ça doit être un support, c'est juste le support. Hein. mais ceci dit, il y a des gens qui travaillent dessus. Hein. J'ai hâte d'acheter ça. Alors, donc, moi, la maison de mes rêves, c'était une maison de Hobbit. Je vais peut-être Ouais. changer d'avis finalement. Mhm. Couverte de chanvre, alors. Voilà, maison de Hobbit avec du chanvre sur le toit. C'est ça. Bah, ça existait en Inde avant. Ça s'appelait un banga. Une banga, c'était une maison recouverte de chanvre naturelle. Ah, d'accord. Ouais, c'est fou. Alors, donc pour construire une maison en chanvre, soit on utilise des briques de chêne-vote, soit on peut faire du flocage. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des stages de formation pour faire des murs en chanvre que les Américains nous envient. Attention. Parce que là-bas, ils n'ont pas le droit de faire du chanvre pour faire des maisons. Donc, ils importent le chanvre. Ils ont seulement le droit de le fumer, figurez-vous. On préfère seulement, enfin là-bas, que ça se fume, il n'y a aucun problème. Mais surtout pas de faire de concurrencer le béton et, euh, et le sable. Donc, j'ai vu une émission par rapport à ça sur le sable. Vous savez que pour faire du béton, on utilise Du du sable? sable, du sable. Et donc c'est une vraie catastrophe environnementale au niveau du littoral et tout ça. Et dans cette émission, donc la question s'est posée aux spécialistes comment faire pour éviter de manger notre littoral, parce que c'est le Qatar qui achète souvent le sable français, Hum, figurez-vous, car hum. dans le désert c'est pas le même sable, c'est un sable rond et on peut pas faire de construction avec. Et donc pour en venir où j'en étais, je ne sais plus, mais Mais que le chanvre, on pourrait l'exporter du coup. même pas besoin, parce que Si ça aux pousse partout. États-Unis, ils ne Ça font que pousserait le partout. fumer. Ben, actuellement, les Américains exportent le chanvre français pour faire des maisons et ils nous l'envient. Et donc, il y a plus d'États qui ont autorisé la fumette de chanvre. Et nous, en France, c'est le contraire. C'est-à-dire on est plutôt sur le chanvre industriel comme ça, mais on n'a pas le droit de le fumer. Alors, je ne sais pas où se trouve le juste milieu. D'accord. Mais donc, du coup, on nous parle du traité transatlantique. Pour l'instant, il est en stand-by. J'espère que ça n'arrivera pas au bout, ce traité. Hmm. Mais en tout cas, là, je vois pas bien comment on pourrait s'entendre, du coup, sur ce sujet. Bah, surtout avec l'arrivée de notre ami, comment il s'appelle? Donald Trump. Donald Trump, qui lui est un industriel du béton, qui voulait faire donc son fameux mur de plusieurs milliers de kilomètres, donc il fait du BTP. Alors, on peut peut-être lui en parler un peu, de changer un peu le béton par le chanvre. Peut-être qu'il y aurait possibilité de se mettre d'accord là-dessus, je sais pas. Mm. Bon, là, de toute façon, il semblerait qu'il ait changé d'avis. Hein. Il se Ouais, contentera juste de petites barrières. Il ne fera mm. pas de mur. Je l'espère. Voilà. Donc, ensuite, nous avons vu donc, ce flocage. Ouais. Et voici une maison aussi en chambre. Oui, oui, qui a des propriétés antisismiques très développées. Et on voit bien en dessous les différentes formes de chènevote, de filasse obtenues des matières premières pour la construction. Donc cette maison est 7 fois plus résistante, une demi-fois plus légère, 3 fois plus élastique, résistante au tremblement de terre, à l'humidité et à la... et autres. Voilà, commentaire est caché, tout ça. Ouais, elle est résistante aussi aux insectes, Ah. aux moisissures, etc. Tout à fait, c'est vraiment une des meilleures plantes pour la construction et notamment pour l'isolation aussi. Et il y a la laine de verre en isolation. On va vous proposer de la laine de verre, de l'amiante. Donc l'amiante, c'est réglé, on n'en veut plus. On aurait dû mettre du chanvre à la place dès le départ. Moi, je vous le dis, on aurait évité un petit scandale. Et puis, donc la laine de verre, c'est quand même beaucoup plus toxique que le chanvre. Hein. Si vous respirez des petites particules de laine de verre, qui sont souvent des épines très dangereuses, là, ça peut être mortel, carrément toxique. Et donc, le chanvre n'a jamais tué personne, je le rappelle, et n'est pas toxique pour l'homme, parce que le mot toxique veut dire qui tue. Donc, le chanvre, je le rappelle, n'est pas létal, n'est pas toxique. Donc, oui, et cette Contrairement à maison, l'alcool. oui. Donc, et on voit aussi donc, que cette maison, ils expliquent que c'est aussi résistant au feu, Ouais. à l'eau
Mhm. Donc c'est vraiment, Ah c'est oui, la maison idéale, quoi. c'est très impressionnant. J'ai des reportages où on voit, ils mettent le feu, enfin, il y a une espèce de feu à 300 degrés envoyé à 20, à 10 centimètres du mur pendant 3 heures. Et ça, c'est tout juste si l'autre côté est à peine atteint sur 1 centimètre sans brûler. C'est effarant. Oui, Ça résiste surtout très bien. que, ouais, s'agissant d'une plante, on pourrait se dire que ça prend feu facilement, mais là, en fait, c'est pas le cas. Ben, ça dépend de l'usage qu'on en fait, mais effectivement, je crois que le bois est quand même un peu plus dangereux et la laine de verre aussi, et surtout l'amiante, Hmm. Oui, bah ça, mais comme tu disais, comparativement. c'est réglé. Ouais. Enfin, en France, en tout cas, je sais pas si c'est autorisé ailleurs. Donc pour l'instant, c'est un peu plus cher que la laine de verre, mais en produisant un maximum de chanvre, les prix baisseront, quoi. Pour l'instant, ça reste un peu une exception. On n'en parle jamais à la télévision de plus en plus, mais bon, ce serait le moment d'appuyer sur le champignon pour faire valoir toutes ses qualités. Oui, tu peux passer à Oui. la... Donc, vraiment, pour le bâtiment, c'est quelque chose de formidable. Ouais, bien sûr. Moi, Ouais. et donc, il suffit d'1 hectare de chanvre pour produire soi-même en quantité sa maison de 50 mètres carrés, je crois, à peu près. Donc, avec 2 hectares, ça fait 100 mètres carrés, etc. Et troisième hectare, ça sera pour l'isolation. Et puis, l'année d'après, vous pourrez attaquer d'autres secteurs d'activité. Donc, amphithéromédiation, ça, c'est le fait que le chanvre est une plante maîtresse pour purifier les sols pollués. C'est un véritable aspirateur à nitrate, à plomb, à phosphate et à cuivre. Et on l'utilise même à Fukushima. Non, pardon, excusez-moi. D'abord à Tchernobyl. C'est une compagnie américaine associée à une compagnie ukrainienne, Phytotech, qui ont utilisé le chanvre en s'apercevant que c'était pas la peine d'envoyer comment dire, un caterpillar, un bulldozer tout rasé sur 50 centimètres. Il valait mieux faire pousser du chanvre qui récupère les radiations. Bizarrement, ces radiations se véhiculent oui, dans la tige pour atteindre les têtes de la plante. Et on peut même récupérer les, les tiges qui ne seront pas radioactives. Donc c'est assez incroyable de penser que cette plante réussit à canaliser euh, le césium atomique. C'est plus fort que l'atome, quoi, on pourrait croire. Et donc, en fait, il doit se produire un processus qui fait que, au final, même si tu brûles le chanvre qui a poussé sur un sol radioactif, la radioactivité ne réapparaît pas. C'est ça que tu me dis. Je veux dire surtout qu'il faut, si un paysan se fait contaminer son champ, en faisant pousser du champ et en récoltant ces, ces, les déchets, son sol restera avec la même physionomie. Il reconnaîtra son champ et on enlèvera le chanvre pour l'incinérer effectivement ou le stocker, mais au moins son champ sera tel quel, quoi. Ça... Sinon, il faut utiliser donc un bulldozer et tout raser sur 50 centimètres. Autant dire qu'il n'y a plus de paysage, il n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Oui, et puis toute la couche de terre arable est retirée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quitte à choisir, faites votre Ben choix. oui, bien sûr. Alors, on passe donc à antidéforestation. Alors, voilà. Alors, le chanvre produit donc 4 fois plus de papier que le bois à surface égale, sans utilisation de chlore ni génération de pluie acide. Alors, c'est même pas la peine de réfléchir. Allons-y à fond. Comme Benjamin Franklin, par exemple, qui avait édité ses premiers journaux anti-anglais grâce à son moulin à faire du papier de chanvre. Donc ça lui donnait une certaine indépendance parce qu'il y avait un embargo des Anglais justement sur le papier à l'époque. Et donc grâce au chant, Benjamin Franklin a non seulement réussi à faire la propagande de l'indépendance des États-Unis au tout début, et même il a découvert le principe de l'électricité avec la foudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du cerf-volant, qui était tenu par Oui, oui, oui. une corde de chanvre parce que ça ne marchait pas avec les autres matériaux, l'étincelle qui avait lieu avec la clé. Donc merci encore une fois à cette plante polyvalente. Et donc, il est expliqué sans utilisation de chlore. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le papier qui est produit à partir du chanvre est blanc tout de suite? Il est blanc naturellement. Et
à tel point que dans toutes les vieilles bibliothèques du monde entier, avant 1850, tous les papiers, les Bibles, surtout la Bible, étaient en chanvre ou en lin. Il n'y avait pas d'autre solution. Après, on a rajouté du coton vers 1850, mais avant cette date, de Gutenberg à donc 1850, ça fait au moins 300 ans et quelques. Toute la sauvegarde de nos livres dans toutes les bibliothèques du monde doivent leur salut au chanvre et au lin. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, oui. Mais ouais, on n'y pense jamais, bien sûr. Donc voilà, le papier. Oui. Le monde de la pollution. Ouais. Alors, attention. L'invention du papier économique, donc en 151 après Jésus-Christ, par le chinois Cai Lun. C'était donc un subtil mélange des fibres du chanvre et de celles du mûrier. Et il faut savoir qu'avant l'invention de ce papier économique en 151 après Jésus-Christ, grâce au chanvre et au mûrier et un peu le lin aussi, et après c'est devenu un mélange de tout, eh bien, pour faire un livre, il fallait tuer 300 bêtes. Pour avoir aussi ça, un livre de 300 pages, il fallait tuer donc 300 dos de veau, qui correspond au mot velin. Quand on dit du velin, oui. Ça fait référence au dos des veaux que l'on utilisait, la peau du veau des dos, pour faire une page de parchemin qu'on lisait au Moyen-Âge, vous savez, qui se déroulait comme ça. Oui. Donc, merci encore une fois à cette d'avoir épargné des milliards d'animaux, je pense, pour transmettre le savoir des hommes. Oui, très belle illustration. Là, on voit effectivement avec un bassin pour faire le papier. Et on retrouve la recette du papier, c'est facile à faire, hein, comme on voit. Dans les cours de chinois, pour les Français qui veulent apprendre le chinois, on trouve cette illustration dans ce livre-là. Ah, j'ai pas essayé encore. Alors. Donc voilà, c'est ce que tu nous disais. C'est ça. Alors d'autres applications dans le papier grâce à notre plante. Donc la Bible, les papiers Bible, c'est spécifiquement par contre là du chanvre. Même pas du lin. Non, c'était tout ce qui est Bible, c'était du chanvre, du cannabis interdit par la loi aujourd'hui. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voici, c'est une Bible de Gutenberg à Berlin qui est toujours intacte aujourd'hui après 500 ans, enfin à peu près 500 ans de. Et moi, ce qui m'a sidéré le plus, c'est d'apprendre que l'invention donc du papier date de 150 après Jésus-Christ. C'est resté un secret pendant 700 ans jusqu'à la bataille de Samarcande, où les Arabes ont piqué le secret de la construction, enfin, du papier aux prisonniers chinois. Et donc après, ça a correspondu à l'âge d'or de la civilisation musulmane avec le partage du savoir, les universités, tout ça, les manuels d'astronomie, de mathématiques, tout ça a été rédigé sur du chanvre ou du lin. Et après, c'est resté encore un secret chez les Arabes jusqu'en 1350, où le premier moulin à chanvre à papier est apparu en Espagne, dans la ville de Xativa, comme Sativa. Et donc Gutenberg, après c'est donc resté finalement un secret en Europe jusqu'à l'invention de Gutenberg, l'imprimerie, qui remonte donc 1300 ans avant. C'est resté un secret en Europe, la fabrication du papier, pendant 1300 ans. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Oui, effectivement. Ouais. Secret d'État, je sais pas. Donc la déclaration d'indépendance des États-Unis a été bien sûr signée sur du papier de chanvre spécifiquement, parce que dès qu'on arrivait quelque part, on faisait d'abord pousser cette plante pour être sûr d'arriver à quelque chose au niveau vestimentaire, animalier, etc. Donc ça c'était pour donc les fameuses bibliothèques où on trouve des vieux livres en chant. Voici la bibliothèque Mazarine par exemple en France où on trouve donc des vieux exemplaires de Bible en chant. Et en bas vous avez un billet donc de 10 pardon pas 10 euros mais 10 dollars. Et on voit à gauche des gens récolter le chanvre. D'accord, et c'était sur les billets. Le cannabis sativa, qui est absolument interdit de nos jours. Hein,
Sinon, c'est la prison, et la prison égale radicalisme, et on ne sait plus, c'est fini. On n'entendra plus parler de vous après. Voilà. Donc Dans des après le bons termes. papier, Oui. ouais. Ouais, Après le papier, on a le textile. c'est ça. Donc là, j'ai des exemples spécifiques, donc des espadrilles, par exemple. Parce que le mot espadrille vient du fait que l'on espadait le chanvre avec des spades. Spades, c'était des formes d'épées que tenait par exemple Polichinelle Arlequin. Il avait une épée et c'était pour battre le chanvre. Ça s'appelait un espade, d'où vient le mot espadrille. Et les premiers jeans de Lévi-Strauss étaient en chanvre, spécifiquement aussi, hein, même pas en lin, parce que c'était des toiles de tente, tout ce qui était toile de tente, toile de chariot, tout ça. C'était pour tenir l'humidité, c'était forcément, on prenait la meilleure matière possible, donc notre fameuse herbe, et, euh, et donc les premiers jeans, et voilà, étaient en chanvre, et ça a perduré longtemps. Et alors, il y a une photo ici d'un kimono japonais Oui. que j'ai trouvé moi-même au musée Guimet. Et aussi, tout ce qui était intronisation des empereurs au Japon, il fallait que ces empereurs soient absolument habillés en chanvre, qui était symbole de la force et pour chasser les mauvais esprits. Voilà. Ah, le chanvre fait ça aussi, chasser les mauvais esprits. Dans la religion shintoïste, Shinto, pardon, au Japon, ouais. Oui. Que d'utilisation, effectivement. Ah bah, ça dépasse l'entendement, je vous le dis. Voilà. Alors, vous apprendrez aussi que Jacques Chirac, lui, il adorait le sumo. Et ben, on décerne aux champions de sumo le tsuna, qui est une ceinture donc de chanvre décernée aux champions, symbole de force censé éloigner les mauvais esprits. D'accord. Et autour des rings de sumo, on voit encore des espèces de grosses cordes de chanvre qui dépassent du sol comme ça, qui émergent du sol. Ben, traditionnellement, c'était du chanvre. C'en est toujours, je pense. Alors, qui dit chanvre dit métier à tisser, tapisserie, et vous avez même un seau de pompier ici de 5 litres, du chanvre huilé qui fait que l'eau ne pénètre pas. Donc c'était bien utile aux pompiers. Et ici j'ai même un exemplaire de la redingote de Napoléon en chanvre métisse. Donc c'était un mélange de chanvre, de laine et de... C'est ce qui faisait de mieux à l'époque. Et d'ailleurs, tu as un petit sac derrière toi, je crois, Ah oui, oui. qui a été fait en chanvre aussi. Voilà, j'ai une amie qui a importé de... Donc la Roumanie fait encore des tissus 100% chanvre, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc il faut savoir qu'après la guerre, les Américains sont venus en France, il y avait encore des filatures de chanvre qui toutes ont été vendues aux Chinois. Et les Chinois n'ont jamais arrêté de faire du chanvre, malgré l'interdiction de l'ONU en 61, qui faisait qu'on ne pouvait plus faire soit du chanvre, soit du cannabis. C'était pour eux la même chose, hein. Et donc, cette prohibition a été une porte ouverte à toutes les pollutions, en faisant croire qu'il n'y avait pas de moyen de se passer de nylon, par exemple, pour faire des cordes. C'est vrai qu'il y a eu un progrès avec le nylon pour les cordes, mais par exemple, ces cordes ne sont pas exploitables dans un gymnase pour enfants en cas d'incendie, parce que tout ce qui est nylon est toxique quand ça brûle, même gravement toxique, il y a une fumée noire. Alors que le chanvre n'est pas toxique. Et donc j'ai été voté personnellement dans un gymnase de mon quartier ou sous des cordes de chanvre, sous le portique des agrès. Vous savez, les cordes Oui, à oui. nœuds pour les enfants, on préfère utiliser encore le chanvre. Merci. Merci pour nos enfants. Voilà, encore une belle utilisation. Ouais. Alors, l'âge d'or de la marine. Imaginez Christophe Colomb, Vasco de Gama, Jacques Cartier, la Mayflower. Donc, chaque grand navire comme ça, c'était 60 tonnes de chanvre en moyenne. Et par navire, ouais, c'est ça. Et donc 95% des voiles et des cordes, les gréements. Les jeux gréements, c'était spécifiquement du chanvre, hein, je pense. J'en suis même sûr. À tel point qu'ils ont refait Donc ça, c'est la Grande Hermine, nef amiral de Jacques Cartier. Et je crois que donc Jacques Cartier était exploitant et producteur de chanvre près de Saint-Malo. Ce qui explique pourquoi il a pu réussir à monter ses expéditions avec une matière première
dont il disposait largement. Mhm. Voici un extrait d'ailleurs de son journal de bord, Voyage au Canada 1545, où il décrit le chanvre au Canada. Alors, il dit « Cet endroit charmant, si bien boisé, où croissait d'aussi beaux chanvres qu'en France, qui vient sans semence ni labour. » Oui, c'est ce que tu précisais tout à l'heure. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est la première plante que Louis Hébert, premier colon français de la Nouvelle-France, aurait plantée en arrivant au Canada, au Port-Royal, en 1606. Et d'ailleurs, du côté américain, toutes les familles devaient obligatoirement planter une cuillerée à soupe de chanvre dans leur jardin. Pour éloigner les mauvais esprits. Non, c'était vraiment pour être sûr de manger, pour être sûr de rentrer en Europe pour faire des cordes et des voiles et tout ça, quoi. C'était vraiment Oui, oui, essentiel. bien sûr. Ouais. Non, c'était juste pour faire allusion aux Japonais, ce dont tu parlais tout Ah à oui. l'heure. Voilà. J'ajoute aussi que les premiers colons espagnols ont planté du chanvre du Pérou jusqu'au Mexique, sur toute l'Amérique du Sud. C'était un ordre du roi. En fait. Alors ici, nous avons une belle photo que j'ai trouvée à la mairie d'Ajaccio, un peu par hasard, mais finalement on n'est pas à bout de ces surprises en faisant des recherches comme ça. Et donc c'est la création d'Ajaccio qui s'effectuait à l'époque, comme beaucoup de monuments, avec l'accord d'un 13 nœuds d'architectes. Et aussi la technique du cordeau, tout ce qui était mèche, fil, ficelle, c'était vraiment soit en chanvre ou en lin. C'est le lin qui arrive après. Soit en chanvre, soit en lin. C'est dans tous les dictionnaires jusqu'en 1935, avant l'arrivée du nylon. Dans tous les dictionnaires, c'est marqué corde, ficelle, cordeau, mèche, même sac, en chanvre ou en lin, ou en sisal, ou en... Donc voilà, quoi. Voilà le constat que j'ai fait. Pour revenir au cordeau des architectes, donc ça avait la déesse Séchat, qui était donc la maîtresse de la maison des architectes, déesse de l'écriture en Égypte ancienne. Donc il y avait un rituel, le Pechès, où il fallait définir les murs par rapport lors des fondations, par rapport aux étoiles, aux emplacements des étoiles. Et c'est une vieille tradition. On faisait les temples face au sud, suivant les recommandations des dieux. Donc voici ces fameuses cordes de chant, on les voit bien retrouvées avec la barque solaire de Khéops, qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ, 3500 ans. Et voici les techniques qui d'après Dassault, tout ce qui était... seules les cordes de chanvre pouvaient résister au frottement et à la traction lors des édifications des temples. Donc c'était souvent on se demande comment ils avaient fait pour construire tout ça. Bah, il y a quand même un indice assez sérieux. Sans chanvre, je sais même pas s'ils auraient pu tenir la route, quoi. Oui. Parce que là, ils tiennent bien la route, on voit. Ceci dit, la construction des pyramides, c'est encore un sujet controversé. Hein, mais bon. Oui, enfin la technique officielle, c'était avec des cordes de chanvre pour pouvoir résister à l'attraction et au frottement. Ouais. Alors, ça, c'est le côté un peu catholique du chant qu'on retrouve donc notre fameux pape actuellement. Il est franciscain, voilà. Et donc les franciscains portaient la corde de chant avec les 3 nœuds pour les vœux. Oui, c'était vraiment un symbole d'humilité, d'être en phase avec la nature. J'ai retrouvé aussi à l'église Saint-Roch un détail du tableau de Jésus chassant les marchands du temple. Et donc, dans les textes, c'est souvent avec une corde de chant que c'est stipulé. Ah oui, c'est précisé. Ah oui, c'est précisé. Soit une corde de chant ou des lanières en cuir. Enfin, bon, c'était un peu l'imagination, mais il n'y avait pas 36 solutions. C'était soit l'un, soit l'autre, encore une fois. Et aussi, dans les armoiries de notre actuel pape François, voici ces armoiries. Et on voit bien des cordes de chanvre. Et quand ça fait des espèces de bifurcation là sur le bas, ça s'appelle des houppes dentelées. Et par exemple, chez les francs-maçons, tout le temple est entouré d'une corde de chanvre, c'est carrément dans le texte, et à l'extrémité de ces cordes, on retrouve ces houppes dentelées. Si vous voulez, c'est l'extrémité, voilà, l'extrémité, je l'ai pris.
l'extrémité, je l'ai pas dépiauté. Et donc les frères et les sœurs étaient représentés par chacun des fils de ces extrémités de corde de chambre. Ça avait un côté assez fraternel, quoi. Mhm. Donc voici ces fameuses cordes de chambre qui servaient à faire sonner les cloches des églises avant l'arrivée du nylon ou de l'électricité, que Rabelais décrivait bien dans notamment son livre Le Pantagruélion. Donc dans le tiers livre de Rabelais, pour Rabelais, le Pantagruélion, c'était le chant. C'est ce qu'on retrouve dans tous les dictionnaires de l'Académie française, Pantagruélion, le chant tel que le définit Rabelais. Et donc, moi, je suis assez, inspiré par les capacités du chant, mais je peux vous assurer que Rabelais, si j'ai le temps de vous lire 2 pages de Rabelais sur le genre, il est bien pire que moi, hein. Bien plus bien plus éloquent. On verra ça tout à l'heure peut-être. Oui, oui. S'il nous reste du temps Ouais, c'est ça. Ouais. après l'émission. Parce que moi, je m'arrêterai plus d'en parler. Voilà, une petite phrase de Rabelais, tiens, en passant. Donc, le chant a permis aux hommes non seulement de se joindre par-delà les mers, mais aussi de tenter l'escalade des cieux. François Rabelais dans l'éloge du Pantagruélion. Donc, il s'agit de marine. Ici, on voit d'ailleurs le célèbre bateau de Lafayette. Comment s'appelle-t-il? Vous savez pas? L'Hermione. Ah oui, 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 Ouais. oui. Donc il est passé plusieurs fois à la télévision, parce qu'il a fait le tour des États-Unis, enfin un grand tour de la planète, je crois, la moitié des mers. Et moi j'ai bien noté que le capitaine du bateau de l'Hermione, qui a donc été refait avec des cordes de chanvre. Les voiles ont été refaites en lin, par exemple, mais avant, c'était au départ du chanvre, mais ils ont peut-être perdu la technique. En tout cas, le capitaine a dit qu'au bout des 6000 km de voyage inaugural avec l'Hermione, à son retour, il peut faire le constat qu'aucune corde n'avait cassé, malgré les tempêtes. Disons, bon, donc c'était vraiment une valeur sûre. Hein. Oui, oui. Donc, actuellement, on peut trouver encore des cordes de chanvre à Castorama, des grosses cordes pour les chantiers d'ailleurs, et aussi au BHV des petits formats plus fins, comme celle-ci là. Celle-ci que moi j'utilise pour fermer des fenêtres quand il y a du vent, enfin des petits systèmes autodidactiques. Et donc les cordes de chambre ont vraiment beaucoup, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, servi dans plein d'emplois. Alors j'ai essayé de trouver des petites anecdotes. Donc il y a celle de la bataille de Fleurus, où l'armée française a utilisé pour la première fois un ballon à hydrogène pour épier de très haut le mouvement des troupes ennemies. Donc à cette époque, la France était menacée par tous les pays européens après la Révolution. Et donc ils ont lancé, comme il y avait les armées, il y avait les Anglais, les, euh, les Autrichiens, tout ça. Et donc on était encerclés. Et grâce à un ballon d'hydrogène retenu par 2 cordes de chanvre tenues par 60 hommes, 30 chacun, 30 sur chaque corde, les Français ont pu déjouer les mouvements des armées ennemies. Tous les ennemis sont partis immédiatement. Ils ont retraversé le Channel, les Anglais, le jour même. Alors, évidemment, ils prenaient les Français un peu pour des sorciers, et surtout, leur plan était voué à l'échec, quoi. Parce que les Français pouvaient repérer tous leurs mouvements. Et les Français ont repris comme ça Bruxelles et Anvers. C'est incroyable, quand même. Sur 50 km retenus par des cordes de chanvre, vous imaginez. À mon avis, ça mériterait de faire un film, quand même. Parce que la France a été sauvée, et ça évoque un peu le baron de Munchausen. Surtout Oui, 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 ça, oui, dans les effectivement. récits, il y avait effectivement des boulets qui faisaient valdinguer le ballon et tout. Incroyable. Donc du champ pour la victoire, je dis que j'en reparlerai. Donc ici vous avez donc tous les parachutes avant le nylon étaient forcément comment dire avec des suspentes en chanvre, des toiles de chanvre. C'était principalement du chanvre en fait. Et même les coutures des bottes des GIs étaient en chanvre, les uniformes des soldats, et aussi donc les fameuses échelles de corde qui, sur la photo de droite, correspond à l'attaque du Hawk des Américains, le cap du Hawk, pour, euh, pour neutraliser l'artillerie allemande qui était en haut. Donc ça a joué au niveau psychologique et tout ça. Enfin, c'était
la première incursion positive pour déjouer les plans du Troisième Reich, quoi, si vous voulez. Alors, on va passer à un autre chapitre, qui est la médecine. Voilà. Donc ça, c'est une photo d'une boîte, c'est marqué Cannabis Indica, donc formellement interdit aujourd'hui, on serait en prison avec tous les radicalisés. Donc on vendait par exemple ce paquet rue Vivienne à Paris, donc c'était contre l'asthme spécialement, Grimaud, mais on s'en servait aussi pour, avant l'aspirine, le chanvre, le cannabis était utilisé aux États-Unis de manière à figurer parmi les deuxièmes médicaments les plus utilisés aux États-Unis avant l'arrivée de l'aspirine. Et après est arrivée la seringue qui a permis d'injecter certains produits, donc c'est devenu un peu obsolète. Mais avec les progrès de la médecine, de la science d'aujourd'hui, on peut s'apercevoir donc que le chanvre a directement des effets positifs, voire curatifs sur l'asthme, beaucoup de formes de cancer, la sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, le diabète, le glaucome, et c'est un antidépresseur naturel qui remplace avantageusement, excusez-moi, tout ce qui est Temesta, produit à moitié chimique, à moitié toxique, quoi, si vous voulez. Oui. Ça. Donc voici une illustration concernant le THC, qui est le côté psychoactif, une particule psychoactive du chanvre, qui provoque la mort des cellules cancéreuses, soit par apoptose, c'est-à-dire que les cellules ne résistent. En gros, ouais, c'est ça. Donc ça provoque la mort des cellules en laissant saines toutes les cellules saines, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses se suicident, en quelque sorte, disparaissent, mais les cellules saines ne sont pas touchées. C'est ça, oui. Donc ça, vous pourrez le vérifier, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui font foi. Ouais. Et c'est l'avenir un peu de la médecine, j'espère. Oui. Ça fait rêver quand même, hein, tout ça. Oui, c'est pour ça que mon livre s'appelle Du rêve au milieu d'utilité. Oui, d'où le titre de l'émission d'ailleurs. Oui, bien sûr, ça le mérite bien. Ouais. Donc le champ des inventions, j'en ai catalogué quelques-unes, mais il y en a certainement des milliers. Donc par exemple, il y en a une qui est très spécifique, c'est impressionnant je trouve, c'est le premier câble télégraphique transatlantique sous-marin en 1858. Donc c'était considéré comme la 8e merveille du monde, un câble de 4200 km de longueur, qui comprenait 7 fils de cuivre gainés de gutta percha, bon c'était une espèce de plante un peu caoutchoutée là, entrelacée avec des cordes de chanvre, dont une enveloppant l'ensemble aggloméré avec du goudron. Le tout fortement tressé par une dizaine de fils de fer galvanisés, assurant la résistance à la rupture. Et ce qui s'est passé, il y a 8 ans d'essais infructueux, et à la fin, ils ont fini par rajouter du chanvre plutôt que de mettre une espèce de liant en pétrolifère plastique. Et ce qui fait que ça a finalement tenu, et c'est comme ça que la reine Victoria a pu envoyer le premier message en morse au président américain en 1858. Donc, au bout d'un câble de 4200 km qui tenait un peu grâce au chanvre, ben on peut dire complètement. Et le rien que l'embout faisait 150 km, pour vous donner un petit ordre d'idée. Dom Pérignon a inventé la conservation du champagne à l'aide d'une ficelle de chanvre huilée. Parce que, avec le liège, ça sautait, il fallait absolument retenir le bouchon. Et c'est grâce. Après, ça a évolué avec les on appelle ça un muselet. Voilà, un muselet. Et on tenait ce muselet avec des cordes de chanvre avant de mettre du fer. À tel point qu'on a retrouvé il y a 2 ans une cargaison de vieux champagne datant de 150 ans au fond de la mer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Oui. Qui s'est vendu très cher et qui était encore conservé grâce à ces ficelles de chanvre huilées. Merci le chanvre. Impressionnant. Ceci dit, le champagne, je ne suis pas sûre qu'il soit encore très bon après 150 ans. Je crois ils l'ont bu et ils l'ont apprécié.
Ah bon? Ça a été vendu, les bouteilles ont été vendues et ils l'ont bu, ils m'ont dit, et ils ont apprécié. Incroyable. Ouais. Et donc l'invention du paratonnerre, c'est la photo de droite. Donc Voilà, avec, c'est ce que tu nous c'est expliquais tout ça. à l'heure. Ouais. Ouais. Donc ces inventions concernent aussi donc les premiers parachutes, les ballons, toutes les suspentes des ballons, c'était forcément du chanvre pour tenir les nacelles, et les premiers avions aussi de Roland Garros, Santos Dumont, pardon. Parce que Roland Garros était un aviateur qui a commencé sur les demoiselles de Santos Dumont, qui étaient faites en chanvre et en bambou uniquement. Enfin, à part les roues peut-être et le moteur, mais tout ce qui était l'armature, c'était du chanvre et du bambou. Les premiers avions fiables. Premiers avions fiables commerciaux, je veux dire, qui se vendaient. Voilà, comme symbole de la Révolution française, donc nous avons la Carmagnole. Dansons la Carmagnole. Donc c'est un chant révolutionnaire français qui doit donc son nom au village piémontais de Carmagnola en Italie, où les fédérés marseillais, opposés au roi de France, avaient en effet adopté la tenue de ces chanvriers italiens qui venaient écouler le produit de leur travail sur les bords de la Méditerranée de Marseille. Donc rappelons qu'à Marseille, donc il y avait la Canebière, qui était l'endroit où on travaillait le chanvre pour la marine, je pense, pour les importations de produits divers. Et il y a la rue des Cordeliers d'ailleurs qui se trouve parallèlement à la Canebière. Et donc ah oui, donc ces fédérés marseillais ont adopté cette danse, la Carmagnole, pardon, et ça a fait un tube, le tube de la Révolution française. C'était pas le top 50, mais c'était le Non. tube de la Révolution. Ah ouais. Voilà. Voilà la conclusion de cette approche succincte. Ouais. Donc, on voit effectivement pour le chanvre, l'alimentation, l'énergie, le bâtiment, le papier, les textiles, la phytoremédiation, la médecine. Enfin, c'est vraiment énorme. Bah, c'est la plante la plus polyvalente, hein, cherchez bien. Vous n'en trouverez pas d'autres qui fait autant de produits divers à moindre coût. Donc c'est pour ça, je pense que des gens ont été intéressés au fait d'interdire cette plante, qui pourtant, si on compare à l'alcool, c'est quand même pas toxique, c'est-à-dire on peut pas en mourir. Donc c'est la moins dangereuse de ce qu'on pourrait appeler des drogues dures ou douces. En plus, c'est une drogue douce, c'est-à-dire, oui. Et elle fait tout ça. Alors comparé à l'alcool, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, l'alcool ou même le tabac, hein, ceci dit. Oui, bien sûr, le chanvre, c'était le tabac du pauvre avant dans les campagnes, on disait. Donc j'ai une photo des bigouden, une photo de bigouden, qu'on va voir en train de fumer du chanvre auprès de son rouet à chanvre. Oui, parce que tout ce qui était quenouille, rouet, à l'époque de vos arrière-grand-mères, donc concernait le travail du chanvre et du lin. Oui, d'ailleurs, je te disais tout à l'heure que ma grand-mère avait un jardin potager et elle appelait ça la chènevière. Voilà, bah bien sûr, c'était recommandé et très voici une. D'accord, donc on voit cette bigoudaine en train de fumer. Ouais. Avec le rouet. Et donc, ce qu'il faut signaler, c'est que le chanvre français, comme ça européen avant, au niveau de du niveau de THC, contenait entre 3% et 5% de THC, enfin 0,3% pour ce qui est du ruderalis. Le cannabis sativa, c'était du foin à fumer. Bon, c'était vraiment un antidépresseur, un peu comme ça, mais c'était pas vraiment, comment dire, on voyait pas d'éléphant rose, hein, surtout pas. C'était un truc un calmant, si vous voulez, comme fumer une cigarette un peu, mais nettement meilleur quand même. Oui. Sauf qu'il n'y avait pas de taxes sur. Il n'y avait peut-être pas de taxes sur le chanvre comme on peut avoir maintenant, donc ça ne rapporte pas de fumer du chanvre. Il n'y avait pas de nicotine non plus. Donc, j'aurais envie de dire, là, on a fait le tour de toutes les utilisations du chanvre. Ma question, c'est, mais qu'est-ce qu'on attend? Et ben, j'ai fait un interview à Europe 1 il y a 2 ans et demi quand mon livre est sorti, et c'était un peu leur conclusion.
qu'est-ce qu'on attend? Alors, mon livre, j'ai dédicacé à plusieurs ministres, à Monsieur Le Foll. J'étais très bien reçu au ministère de l'écologie. Donc, ils m'ont présenté le bureau du lobby du chanvre. Mais effectivement, ces gens-là sont un peu tenus par leurs engagements face aux industriels qu'ils côtoient tous les jours, alors que moi, dans mon coin, je suis un peu pas tellement influent à part mon savoir, quoi. Mais bon, Ouais. je n'arrête pas d'en faire, d'essayer d'en tirer parti en tout cas. Ouais. Mais enfin, tu n'es pas la seule personne à connaître toutes ces utilisations du chanvre, toutes Ouais. ces capacités. C'est quand même une plante, on l'a vu, qui est très écologique, qui est peu gourmande en eau, qui ne nécessite pas d'intrants chimiques, Ouais. qui n'est pas trafiquée de manière génétique. Donc, forcément, il doit y avoir une raison derrière qui est plus intérêt économique contrarié ou des choses comme ça. Oh, tout à fait. Il y a 100 ans, par exemple, attendez, oui, il y a à peu près 100 ans, Moscou, la ville de Moscou était éclairée avec de l'huile de chanvre, figurez-vous. Donc j'ai rencontré Pierre Laurent, le secrétaire du Parti communiste, et je lui ai montré ces photos de propagande russe où on voit bien des plans de 6 mètres de haut dans le Oui, lointain, oui, il oui, y a un on peu de voit, oui. reflet, ou alors les habits de la Volga, des paysans de la Volga, voilà, qui Mhm. étaient spécifiquement en champs, parce que c'est le textile le plus résistant pour travailler dans les champs. Et ici, même une propagande, voilà. Donc, les rues de Moscou étaient éclairées avec de l'huile de chanvre il y a 100 ans. Et après est arrivé le nylon, les rois du pétrole. Effectivement, c'est lié un peu à la guerre, de Seconde Guerre mondiale. Il y a, je peux dénoncer aussi un espèce de petit scandale que tout le monde un peu connaît. C'est avec IG Farben, enfin, ceux qui ont fait le gaz Zyklon B pour tuer les juifs dans les camps de concentration. Donc, ça a Mhm. été développé par la société Dupont-Nemours. Donc, Dupont-Nemours, ils ont le brevet donc, du nylon pour faire du pétrole à partir des vêtements. Pardon, des vêtements à partir du pétrole. Oui. Ils ont le brevet du téflon. Donc, mon plombier, il m'a bien dit, je vous mets quoi? De la filasse de chanvre ou du téflon? Il m'a dit, le téflon, c'est quand même assez toxique. Alors, j'ai pris le chanvre. Ils ont le brevet des tests antisalivaires, anti-cannabis, du Pont-de-Mour. Ça a été développé au départ par eux. Et après, il y a Monsanto et Bayer qui voient d'un mauvais œil, effectivement, le fait que le champ se passe de pesticides et d'insecticides. Alors, pour moi, c'est une lutte un peu pour la survie de notre espèce, pratiquement, je pense. On peut en arriver à cette conclusion aussi. Hein. Ouais. Mais là, du coup, tu parlais de lobbyistes pour le chanvre. Ouais. Donc, tu en as vu au gouvernement français, mais est-ce qu'il y en a au Parlement européen? Le Parlement européen, il y a, quand on voit l'exemple de, comment ça s'appelle, je crois qu'on n'en parle pas du tout. Il est possible qu'un de ces jours, on nous impose avec joie une réglementation sur le chanvre, pas seulement celui qui se fume. Moi, ma principale préoccupation, c'est que bientôt on aura peut-être le droit de fumer du chanvre, mais toujours pas le droit d'en faire comme le faisaient nos aïeux. Alors que c'est du chanvre qui se fume. Oui. Vraiment, c'est pas le meilleur chanvre à fumer, au contraire. Hein. Donc pourquoi l'interdire, sachant que c'est ça qui produirait une espèce d'autonomie, d'indépendance des paysans à la campagne, ce dont ils souffrent beaucoup. Alors actuellement, comme on peut faire du chanvre industriel, on a le droit à peut-être 300 euros par hectare de subvention, mais c'est histoire de nous acheter un peu parce que moi je préfère nettement faire du chanvre librement comme avant, avec 2 fois plus de production. Et voilà, surtout que les pays pauvres du tiers-monde, je le rappelle, dans les pays subtropicaux, n'ont pas le droit de cultiver du chanvre industriel, tout simplement, parce que ça refait du THC. Ça revient du cannabis à fumer, si vous voulez. Mais c'est dommage on en reste là, quoi. Oui. Enfin, je pense que ça craint beaucoup plus de mettre des pesticides, des fongicides, etc. sur des cultures. Je pense que c'est beaucoup plus nocif que ce qu'on pourrait fumer sur le champ. Bah oui, forcément, mais les animaux. En fait, il est vrai qu'il y a des pays où on a relégalisé donc le chanvre. Euh, dans certains pays, on peut en faire ce qu'on veut. C'est comme je crois euh, certains pays, le Bangladesh. Bangladesh, je crois qu'ils ont le droit de refaire du bang, parce que étymologiquement, le mot Bangladesh, ça veut dire pays du chanvre, d'après certains.
Pourquoi? Parce que le bang, c'était une boisson traditionnelle, le bang, à base de chanvre, figurez-vous. Et donc, j'ai une histoire aussi avec Al-Qader, qui était le dieu de la nature islamique, au départ, hein, pas avant Mahomet. Il y avait un dieu de la nature qui s'appelait Al-Qader, c'est le dieu un peu un des saints du chanvre, qui buvait du bang, cette fameuse boisson traditionnelle du Bangladesh, si on veut, ou du Bengale, avec comment il s'appelle, Elijah, qui est le prophète Élie, en fait. Et tout ça, il y a un tableau représentant Alexandre le Grand à la recherche de la fontaine de jouvence sous les yeux de Al-Qader là, et Elijah, buvant du bang ensemble. Donc c'était une boisson au cannabis. Bien. Donc ça va loin. Écoute, oui. Donc, on arrive au terme de cette émission. Ouais. Donc, Alexis, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Eh bien que ici, par exemple, j'ai un arrêt du roi, un décret du roi qui ordonne que le commerce du chanvre soit libre dans toute la France et régi par la Compagnie des Indes. Voilà, c'est un peu une doléance que je refais actuellement. Et ici, j'ai encore une photo du Saint Chanvre, c'est-à-dire c'est Sainte Hélène qui a remonté des reliques de la croix de Jésus, soi-disant, mais symbolisée par la corde de chanvre qui retenait Jésus sur la croix. Bon, je n'y crois pas forcément, mais c'est un témoignage de ce que représentait le chanvre à l'époque. Et donc, je suis pour un retour total et pour l'humanité. C'était une plante, comment dire, dédiée à l'homme, qu'on nous a ôté, à tel point que nous avons des endocannabinoïdes dans notre cerveau, parce que moi aussi, mon arrière-grand-père travaillait le chanvre comme tisserand, c'est-à-dire enfermé toute la journée dans une pièce avec des vapeurs de chanvre pour faire des tissus, des draps, et tout quanti. Donc, vive la liberté. Actuellement, ce n'est pas le cas. Comment dire, l'esprit de compétition est bridé par le non-respect de la nature, je pense. Donc, en fait, tu devrais lancer un mouvement pour le chanvre, pour le développement du chanvre. Je suis sûre que tu aurais beaucoup de signatures. Ben, je l'espère, oui. Là, c'est les élections. Donc, je sais qu'il y avait Chanvre et Liberté qui se sont fait, par exemple, happer par le mouvement fluo. Donc, on ne sait même pas ce que c'est déjà le mouvement fluo. Non, donc, c'est au revoir. Donc, on n'entend plus parler de ce problème-là. Donc, il y a Benoît Hamon, par exemple. Ils parlent tous de la légalisation au niveau de la fumette, mais qu'en est-il du chanvre original de nos arrière-grands-parents, qui est vraiment là 2 fois plus productif que le chanvre industriel, voilà, et qui est la clé de beaucoup de nos problèmes. Donc, terminons aussi par le fait qu'en prison, un tiers de nos prisonniers sont emprisonnés à cause du cannabis directement. Donc, on construit pour plusieurs milliards de nouvelles cellules, alors qu'il suffirait de légaliser comme ça se pratiquait avant. Tout simplement, il y a un modèle qui existe et qui est éprouvé. Donc tout ça sont des faux problèmes et je suis sûr que la liberté de cultiver du champ comme avant réglerait beaucoup de ces problèmes. Mais écoute, merci Alexis, c'était une émission vraiment très enrichissante, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, vous qui avez regardé cette émission ou qui la regarderez en replay. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, si vous voyez passer une pétition donnée par Alexis Channebeau pour la légalisation du chanvre et pour que cette plante vraiment fabuleuse refasse son apparition dans nos campagnes, n'hésitez pas à la signer. Oui. Au revoir Alexis. Au revoir et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez créer un parti, quelque chose, que moi je ne connais pas assez à ce niveau-là, mais il y a quelque chose à faire. Merci. Merci. Merci beaucoup Alexis et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.